Le chemin habituel vers cette question de la douance, c'est pas autour de l'intelligence. En général, la plupart de ceux qui découvrent cette question, c'est parce que une somme de souffrances, de particularités, les a amenés à ce que souvent quelqu'un leur dise « Tiens, mais tu serais pas surdoué, toi, étant donné tes caractéristiques ?» Et en général, la réaction première, c'est évidemment une réaction d'incrédulité. C'est « Comment ça, surdoué ? Pas du tout. Enfin, j'ai rien fait d'incroyable, d'extraordinaire. Je suis plutôt souvent assez con, d'ailleurs. Enfin, non, je suis pas surdoué. » Et puis, petite curiosité, la personne va sur Internet, regarde une liste de sites, tout un tableau clinique dans lequel elle se reconnaît plus ou moins, dans lequel parfois elle se reconnaît même complètement, et puis surgit ce moment de vertige, c'est-à-dire est-ce que enfin j'ai trouvé le sésame, j'ai trouvé la clé, cette espèce de bizarrerie que je cherche depuis mes 5 ans et demi de sentiments d'étrangeté qui m'a fait successivement me croire un certain nombre de choses, parfois même bipolaire ou etc. Est-ce que finalement ce serait pas que je suis surdoué contre toutes les apparences, contre mes convictions, et là, l'instant d'après, c'est l'angoisse, parce qu'il est censé y avoir une preuve de ça, les fameux tests de QI, qui du coup auraient la fonction de valider, enfin, cette espèce de soulagement, c'est-à-dire que si le test de QI me confirme que je suis surdoué, j'ai l'explication, ça y est, miraculeuse, de tout ce qui n'allait pas chez moi. Et à rebours, si le test me dit bah non, pas du tout, vous n'en faites pas partie de cette catégorie, alors du coup je suis de nouveau de retour à la case départ avec une illusion en moins et une détresse en plus. Bon. C'est une démarche ultra classique. Et ça soulève évidemment la question des tests. Donc c'est là-dessus que je voudrais axer aujourd'hui. Parce que même s'ils sont assez bien faits, ils se sont améliorés depuis leur invention par Binet au début du XXe siècle, il y a tout de même plein de choses là-dedans qui sont très discutables. Et tout d'abord l'articulation entre le profil qui est décrit régulièrement dans un certain nombre de sites, dans toute une littérature, et puis les surdoués tels que les tests les définissent, c'est-à-dire les plus 230 au test. Bon. S'il y a même une corrélation, ce que certains contestent, elle est loin d'être évidente. Donc, première des choses, prudence. D'autant que les gens qui défendent ce tableau clinique avouent en général qu'ils ne comprennent rien à l'articulation avec les performances cognitives. Ils se contentent d'une description. On aurait observé que les performances cognitives seraient liées donc à des problèmes avec l'autorité, une relation complexe avec ses émotions, souvent une hyperémotivité ou une hypersensibilité, une difficulté à accepter l'ennui, un rapport particulier à l'effort, une propension à soulever des questions existentielles, enfin bref, tout ce qui a déjà été abondamment repéré, et ce par quoi sans doute d'ailleurs vous vous êtes retrouvés devant ces vidéos. Et donc ceux qui défendent ce tableau clinique disent eux-mêmes, bon, c'est lié on ne sait trop comment mystérieusement aux performances cognitives, surtout que quand on le prend dans ce sens-là, c'est-à-dire quand on pense que ce qui est premier sont les performances cognitives, on voit pas du tout le lien, il est très mystérieux, et du coup en général il est attribué à une sorte de structure cérébrale, ce qui est une manière de dire qu'on n'en sait rien, hein, parce que, par définition, à moins de croire en l'existence de l'âme, tout phénomène psychique se traduit forcément par une structure cérébrale, qu'on soit émotif, qu'on soit... voilà, c'est le cerveau qui est le support de la pensée, donc c'est une manière de renvoyer à... Voilà. Et puis, éventuellement, quelques observables, mais dont finalement on ne sait pas faire grand-chose, sauf à forcer l'interprétation. Les neurobiologistes prudents savent très bien que, entre ce qu'on peut observer dans le cerveau et les phénomènes psychiques, il y a un gap épistémologique immense, et que penser que parce qu'on observe telle ou telle chose par imagerie cérébrale, on détient la cause du phénomène psychique, c'est une forfaiture. Bon. Donc, il y a d'un côté ce tableau mystérieux, et de l'autre, les fameux tests qui seraient la pierre de touche. Déjà, posé comme ça, c'est bizarre. Puisque l'articulation entre les deux ne semble pas aisément compréhensible, c'est sans doute qu'elle n'est pas exacte, que ça frotte. Bien sûr, c'est par le biais historiquement,
c'est parce que des psys ont reçu des gens qui avaient plus de 130 au test, qu'ils ont fait un certain nombre d'observations et qu'ils ont fini par plus ou moins établir un tableau clinique. Mais dans la mesure où on n'arrive pas à expliquer, ce qui serait très bizarre, c'est que ce qui est décrit dans ce tableau clinique corresponde exactement à ce que les tests permettent de définir comme catégorie au-delà de 130. Ce serait plutôt une bizarrerie. Et surtout, tant qu'on n'explique pas, on prête le flanc d'ailleurs à la critique de ceux qui disent que ce tableau clinique est une pure invention. Je ne le pense pas, mais en revanche, considérer qu'il est bien construit, que les objets sont bien décrits, qu'il est satisfaisant tel quel, et qu'il s'applique exclusivement aux gens qui ont plus de 130, ça me paraît effectivement d'une légèreté théorique considérable. Ensuite, venons-en aux tests. Les tests eux-mêmes, ils posent problème. Parce que ce qu'on est en train de tester là, c'est un organisme vivant. En l'occurrence, ce sont les performances cognitives d'un individu, d'un être humain. Or, quand on travaille sur du vivant en général, quand un biologiste veut établir une corrélation entre deux facteurs, deux paramètres sur un organisme, je sais pas, il travaille sur ce qui peut conditionner la pression artérielle chez une grenouille. Et puis il se dit que la pression artérielle d'une grenouille, elle est sans doute fortement conditionnée par tel autre paramètre. Bon. Il va pas expérimenter sur une grenouille, il va expérimenter sur 500 grenouilles, ou sur 1000 grenouilles. Pourquoi ? Parce que même si cet autre paramètre, j'invente, je suis pas biologiste, imaginons que ce soit la quantité de tel aliment, de telle molécule dans l'alimentation de la grenouille. Et imaginons que la détermination soit telle qu'on finisse par déboucher sur une loi qui voudrait que quand la grenouille mange 2 fois plus de cet aliment, sa pression artérielle double. Évidemment, bidon, mais supposons, parce que l'exemple est simple. La raison pour laquelle le biologiste va prendre 500 grenouilles, c'est que même s'il y a un rapport de ce type, c'est-à-dire grosso modo une droite, une progression linéaire de pente 1, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle mange 2 fois plus cet aliment, la pression artérielle double. Bon. Aucune grenouille, chaque grenouille va être l'objet d'une mesure. On va avoir combien elle mange de l'aliment en question, et on va mesurer sa pression artérielle, ce qui va nous donner un point sur le graphe. Aucune grenouille ne va être sur la droite. Aucune. Elles vont toutes être en dehors. Au-dessus, en dessous, un peu au-dessus, très en dessous, ça va être un nuage qui va s'organiser à peu près autour d'une droite, éventuellement, si vraiment il y a une corrélation, et du coup, on pourra dégager la loi. Mais pourquoi aucune grenouille ne sera sur la courbe ? Tout simplement parce que dans un organisme vivant, les chaînes causales sont tellement complexes que pour chaque grenouille, il y a d'autres facteurs qui perturbent et qui font que, idéalement, si elle était une sorte de grenouille idéale, oui, elle serait sur la courbe, mais finalement, elle n'y est pas du tout. Parce qu'il y a des milliers de paramètres qui interagissent et qui conditionnent eux aussi ce qu'on est en train de tester. Et que, évidemment, ces paramètres, on ne peut pas les contrôler. On ne peut pas, comme on fait dans une expérience de physique, où on va maintenir à condition constante tous les paramètres qui risquent d'influencer sur ce qu'on est en train de travailler. Si on travaille sur la chute des corps, et qu'on fait rouler une bille sur un plan incliné, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de paramètres qui peuvent influencer. Et les quelques paramètres qui peuvent influencer, on peut les contrôler. Notamment, la bille sur un plan incliné, on va pas mettre le laboratoire dans un bateau qui tangue en pleine tempête. Non. Et on va pas faire l'expérience s'il y a un tremblement de terre. On sait que si la terre bouge, si le laboratoire est en train de bouger dans tous les sens, on sait que ça, c'est un paramètre qui influence fortement ce qui va se passer au moment de la chute de la bille. Donc, mais ça, on peut le contrôler. Très facilement. Sur le vivant, non. Ces milliers de paramètres qui interagissent, on peut pas les contrôler. C'est la raison pour laquelle on prend 500 grenouilles. Et si on prend 500 grenouilles, ça commence à avoir une validité. Pour les tests de QI, c'est exactement pareil. Des choses qui peuvent influencer le passage du test. Il y en a énormément. Des facteurs qui peuvent faire que la personne est un peu plus performante ce jour-là, à ce moment-là, sur telle chose. Ça peut aller de sa motivation, même au rapport à la personne qui lui fait passer le test, de l'humeur dans laquelle il est, dans laquelle cette personne est le jour où elle passe le test, une somme indéfinie de paramètres qui peuvent très fortement conditionner les performances, dans un sens ou dans l'autre. Le stress, etc. Bon. Donc, ça aurait du sens, soit de prendre 10 000 personnes. Oui, si on prend 10 000 personnes et qu'on leur fait passer ces tests, globalement, ce qu'on peut dire, c'est que ceux qui vont se retrouver à plus de 130, c'est sans doute
globalement ceux dont les performances, l'appareillage cérébral permet effectivement ces habiletés-là. Mais globalement, parce qu'on sait qu'il y en a qui ont exceptionnellement performé pour plein de raisons, d'autres qui ont sous-performé, et que donc c'est pas individu par individu, ça n'a pas de sens. Bon. À la limite, pour un seul individu, ce qu'on pourrait essayer de faire, et encore, ça résoudrait pas complètement, mais ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est lui faire passer le test sur 10 ans. Un nombre, des centaines de fois, dans des contextes différents. Parfois le matin, parfois le soir, parfois dans le cabinet d'un psy, parfois chez lui, bref, sur tout ce qui peut influer, et parfois en été, parfois en hiver, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des moments dans l'année où on est de très bonne humeur, d'autres où on est plus chagrin, etc. Bref, bon, si on faisait passer l'individu, si on lui faisait passer le test des centaines de fois, on se rapprocherait effectivement d'un chiffre qu'on pourrait juger fiable, scientifiquement parlant. C'est évidemment pas comme ça que les tests se passent. Tout ça pour dire que avoir la naïveté épistémologique de croire qu'on peut, après un test passé en 1 heure ou 2, négliger tous les paramètres qui ont pu perturber et dire à quelqu'un vous avez 128, vous avez 132, vous avez 124, vous avez 141, c'est une absurdité totale. Ça mesure l'état du passage d'un test à un moment T. Alors, ça veut pas non plus rien dire du tout, bien sûr. C'est bien pour ça que les bons les psychologues qui font passer ces tests assez intelligemment, ils se rendent pas prisonniers d'un chiffre. Ils incluent avec le test pas mal d'autres paramètres qui leur permettent finalement de dégager non pas une certitude. Tout psychologue qui finit par dire oui, vous êtes dans cette catégorie-là, vous êtes dans cette autre, à moins que vraiment les résultats du test soient très très éloquents, il est en train d'accomplir une forfaiture, ou forfaiture. En général, c'est pas de la malhonnêteté, c'est de la naïveté épistémologique. Il n'a pas réfléchi, au fond, il manie l'outil sans avoir analysé, mais ça c'est un lieu commun, et ça concerne pas que les psychologues. Une majorité de scientifiques appliquent des procédures de preuve sans jamais s'être intéressés à l'épistémologie notamment de leur discipline, et avoir analysé vraiment ce qu'est une procédure de preuve. Finalement, ils reçoivent la procédure de preuve de l'institution, et puis ils l'appliquent. Bon. Là, en l'occurrence, sur quelque chose dont la fiabilité est aussi complexe que celle d'un test sur du vivant, d'un test de QI, le minimum, ce serait d'avoir ce recul. Beaucoup de psys ne l'ont pas. Et du coup, comme beaucoup de gens qui vont passer les tests s'attendent à ce qu'effectivement il y ait une espèce de nombre magique qui va leur garantir que, oui, enfin, ils sont sauvés, ils font partie de cette catégorie qui mystérieusement expliquerait toute leur souffrance. Ou alors, non, tant pis, ça doit être encore autre chose. Comme ils attendent ce sésame, et que d'ailleurs, s'ils le reçoivent, ils s'y accrochent, parce qu'évidemment c'est tellement rassurant que on va pas trop aller regarder de plus près. Bon, du coup, ça fonctionne comme ça, de manière sidérante, hein, quand on le regarde avec un œil épistémologique, c'est d'une telle candeur qu'on peut se demander comment ça peut continuer, comment la machine peut continuer à tourner. Mais elle tourne. Parce que la douance, c'est quand même souvent l'endroit où les surdoués entre guillemets, hein, ce qui me permet de faire une réponse à ceux qui ont pris ce mot au premier degré dans les vidéos. On a longuement expliqué dans le bouquin que c'était le pire des termes, et que bien sûr l'objet qu'on essayait de viser, il est bien plus complexe que ce qui est décrit d'habitude, et donc on l'a mis entre guillemets, mais quand je parle, je peux pas mettre les guillemets, donc bon. Mais en gardant les guillemets, la douance, c'est quand même l'endroit où en général les surdoués cessent de l'être. Pour des raisons assez compréhensibles, c'est-à-dire que c'est tellement le point qui cristallise toutes les angoisses, et toutes les souffrances, que quand ils ont l'impression de se reconnaître enfin dans un groupe ou dans un tableau, et qu'il y a une explication qui enfin leur permet d'apaiser ces angoisses, ils s'accrochent à cette explication comme un noyer à une branche, et du coup, précisément, il y a une rigidité là dans cette croyance qui fait qu'ils peuvent plus, là, faire preuve de l'esprit critique qu'ils ont d'habitude. Bon. Donc, tout contribue, y compris chez les surdoués, à faire de ce score un fétiche ininterrogeable. Bon. Alors que, on voit bien, dès qu'on regarde un peu de quoi il s'agit, que ça n'a de sens que, véritablement, que sur le grand nombre. Cela dit, une fois qu'on a dit ça, c'est très problématique, parce qu'évidemment, si le test n'a finalement pas une grande fiabilité, ni pour dire « Ah oui, je suis surdoué » ou je ne le suis pas, ni d'ailleurs, je reviens au tout début de mon raisonnement,
pour pouvoir dire « je fais partie de cette catégorie », parce que c'est même pas simplement que le test ne nous dit pas vraiment si on a plus de 130 ou moins de 130, mais en plus, finalement, ce dont parle ce tableau clinique, ce n'est sans doute pas seulement des individus qui ont plus de 130, ou même peut-être pas de tous ceux qui ont plus de 130, c'est plus complexe. Donc finalement, le test ne dit rien, ou pas grand-chose. Alors, qu'est-ce qui reste? L'autodiagnostic, c'est tout aussi emmerdant. À juste titre, certains dénoncent le fait que, bien sûr que quand on regarde un tableau clinique, étant donné la manière dont les tableaux cliniques sont faits, et c'est pas que seulement le tableau clinique de la douance, c'est que, malgré tout, le psychisme, on ne l'étudie de manière un peu rigoureuse, vraiment, que depuis un siècle et quelques, et que c'est une structure tellement complexe, que toutes les grilles théoriques, toutes les grilles de lecture, que ce soit celle de la psychanalyse, celle de la psychiatrie, celle des sciences cognitives, toutes sont extrêmement infirmes. Il faut manier les concepts avec une extrême prudence. Et du coup, quand on dégage un profil, si on regarde bien tous les tableaux cliniques, c'est toujours une forte tendance à, une forte tendance, c'est à interpréter. D'autant qu'aucun tableau clinique n'est tel qu'il faudrait vraiment cocher toutes les entrées pour faire partie du profil en question. Et qu'en plus, étant donné la complexité du psychisme individuel de chacun, on peut se reconnaître facilement dans à peu près tout. Tout le monde a à la fois une très solide confiance en soi et une confiance en soi très défaillante, suivant les contextes, les domaines, les champs. Enfin, c'est comme ça que marche l'astrologie. C'est que s'il y a une description suffisamment large et suffisamment floue et ambiguë des Verseaux, des Lions, des Béliers et je ne sais quoi, des Mammouths, tout le monde va se reconnaître assez facilement, surtout si en plus il y a un ascendant et que du coup si on se reconnaît pas dans le mammouth, on se reconnaît dans le zébu, et donc là à coup sûr on est forcément mammouth ascendant zébu ou zébu ascendant mammouth, enfin ça marche quoi. Bon. Mais il y a évidemment ce phénomène avec les tableaux cliniques qu'on trouve sur internet, et c'est pas parce que c'est pas la faute d'internet, ce sont effectivement les tableaux cliniques manipulés par les psys eux-mêmes. Que faire de tout ça? Tant qu'on a juste un tableau descriptif, le problème est sans doute sans issue. C'est bien la raison pour laquelle nous avons essayé de comprendre. Et j'en reviens à cette question de nomination. Ce à quoi nous avons abouti, c'est pas tant, malgré ce que je suis amené à présenter dans ces vidéos, parce qu'une vidéo de 10 minutes, il faut raccourcir. On a écrit un bouquin de 500 pages, au départ il était de 1000 pages, c'est l'éditeur qui nous a obligés à ce que la troisième partie soit publiée ultérieurement. Et dans les 500 pages par lesquelles on a tenté d'approcher la question, on a l'impression de l'avoir effleuré. Il y a encore beaucoup à dire. Qu'on ait raison ou tort, peut-être qu'on s'est totalement trompé, mais de toute façon, c'est évident que c'est un objet beaucoup trop complexe pour que 500 pages suffisent, a fortiori 10 minutes de vidéo. Bon. Donc contrairement à ce que certaines vidéos ont pu donner comme sentiment, on est persuadé qu'il n'y a pas deux catégories de la population rigoureusement étanches, avec d'un côté les surdoués, puis les autres, contrairement aussi d'ailleurs à ce que le titre de notre livre pourrait laisser croire. C'est sans doute bien plus complexe. On en est venu d'ailleurs à l'idée qu'il ne s'agirait pas tant de deux catégories d'individus, mais de deux manières de travailler la question du sens de l'existence, c'est-à-dire de travailler l'angoisse fondamentale que ressent un être humain à être aux prises de par sa faculté d'abstraction avec la conscience à la fois de la mort qui vient, du temps qui passe, et de l'individualité, de la solitude existentielle, cette conscience du fait que tout mon contenu psychique n'appartient qu'à moi, que l'espèce n'est pas télépathe, et que personne ne comprendra jamais, ne ressentira jamais ce que je ressens, ce qui est, si on y réfléchit, tout aussi vertigineux que la conscience de la mort. Et donc, ça met en demeure, cette triple conscience met en demeure chaque être humain de la travailler, d'y apporter des réponses, que par commodité, j'appellerais dans cette vidéo, trouver un sens à son existence, mais c'est une notion qu'on a beaucoup dépliée dans le livre, pour essayer de comprendre exactement ce que ça signifie du côté de la conscience, mais surtout du côté de l'inconscient ou du côté de l'imaginaire, et ce que ça signifie pour tout le monde, pour tous les êtres humains, pas seulement pour les surdoués, pour tous les êtres humains. Et on en est venu à l'idée qu'il y a deux modalités antagoniques de cette construction de sens, et que ce sont ces deux modalités antagoniques qui donneraient une différence de rapport au monde, mais qui peut traverser le même individu. Simplement, comme elles sont antagoniques, elles fonctionnent un peu comme des attracteurs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tellement être sur un mode et sur l'autre simultanément. On peut basculer entre les deux modes, mais avec un coût psychique assez important. On peut avoir un mode pour un contexte, un champ de réalité, être surdoué dans un certain contexte,
et pas du tout dans tel autre contexte ou tel autre rapport à l'existence, parce qu'évidemment nous sommes aussi multiples, c'est pas comme si le psychisme individuel était un, il est clivé, à bien des égards, pour tout le monde, hein, pas seulement pour les fous. Et puis bien sûr, il y a quelques personnes qui sont plutôt très fortement dans un des modes de rapport à la question du sens, ou dans l'autre mode. Et effectivement, il y a quelques individus qui, dont on peut se dire, ah bah oui, ça c'est vraiment le surdoué par excellence, et d'autres, c'est vraiment le non-surdoué, le typique par excellence. Mais la question est évidemment beaucoup plus complexe. D'où le fait qu'elle n'est pas facilement tranchable à l'échelle individuelle. Et que, en effet, j'en suis navré, mais il n'y a pas de test fiable, de procédure fiable qui permettrait une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes, d'ailleurs, pas grand-chose, parce qu'une fois qu'on a convenu que, éventuellement, le rapport essentiel au monde était un rapport de mode surdoué pour cet individu, que c'était son rapport dominant, ça ne résout rien quant à ses souffrances. Ça permet pas d'ailleurs d'expliquer pourquoi il serait hypersensible, pourquoi il serait... Ça, bien sûr qu'il l'est, ça s'articule à sa douance, mais ça s'articule à tout le reste de son histoire. C'est pas comme si, ah, il est surdoué, donc forcément... Non, bien sûr, il y a aussi des surdoués qui ne sont pas hypersensibles. Ça veut pas dire que ça n'a pas de lien. Ça veut dire que l'hypersensibilité telle qu'elle s'est développée chez cet individu-là est profondément marquée par sa manière de travailler son angoisse, mais elle est profondément marquée aussi par beaucoup d'autres choses, évidemment. Donc on n'a rien résolu quand on a dit qu'il est surdoué, si on le dit, et même si on le dit légitimement. C'est pas une martingale, ça fonctionne pas comme ça. C'est aussi la raison d'ailleurs pour laquelle ce que je propose, et avec ceux qui ont écrit ce livre, comme espace de travail, c'est un espace de travail analytique, où il n'est pas question de venir poser une étiquette et de donner du coup des solutions. Je sais pas les solutions. Ce que je peux faire au mieux, c'est éventuellement offrir à ceux qui viennent un espace de travail qui leur permette d'élaborer les leurs. Voilà. Et si on fait déjà ça, c'est énorme. Mais tous les manuels qui sortent pour dire que les surdoués doivent faire ceci, doivent faire cela, etc., c'est la poudre de perlimpinpin. Alors ça fonctionne parce qu'il y a un marché, ça fonctionne parce qu'il y a une demande de poudre de perlimpinpin, mais d'ailleurs c'est bien parce que ça fonctionne d'un point de vue financier, mais justement ça fonctionne d'autant mieux qu'au fond ça ne marche pas, ce qui permet d'aller vers la poudre de perlimpinpin suivante, et d'acheter le bouquin d'après. Il y a des outils, mais ils sont en eux-mêmes pas grand-chose. Et c'est aussi la raison pour laquelle, dans ce bouquin, on a d'abord essayé de comprendre. Parce que si on arrive à comprendre... Alors, il y avait quelqu'un qui, dans le commentaire, disait « Ah bah, c'est frustrant, les vidéos, vous donnez pas la solution. » Malheureusement, si je pouvais donner la solution, c'est pas pour faire vendre le bouquin. Si le bouquin, vous le trouvez en bibliothèque, ou si vous trouvez le fichier EPUB ou Kindle par je ne sais quel téléchargement, super. On l'a pas écrit pour toucher des droits d'auteur. Pareil, on touche des droits d'auteur, ok, très bien, mais c'est pas la question. En revanche, effectivement, dans l'écrit, on a beaucoup plus d'espace pour déployer une pensée fine. Quitte à ce qu'elle soit erronée, mais au moins la déployer. Et malgré tout, c'est trop complexe pour que, dans une vidéo rapide, on puisse faire autre chose qu'une caricature. J'en suis navré, et c'est aussi pour la raison pour laquelle je vous invite quand même à aller vous confronter à ces hypothèses telles qu'on les a défendues. Vous confronter, aller objecter, aller voir éventuellement les failles logiques qu'on n'a pas vues, et ce vers quoi il faut affiner la chose, parce que, bien sûr, c'est un premier pas, et ça prétend pas être plus.